va enchaîner avec maintenant, je vous le disais, la suite du programme, table ronde consacrée au réemploi des emballages professionnels, bien sûr, comment on va aller plus loin, quels leviers, quelles sont les bonnes pratiques qui sont déjà adoptées. Et là, j'invite aussi nos intervenants à me rejoindre tout de suite sur scène, ils sont là au premier rang. Merci de me rejoindre, messieurs. C'est maintenant. Vous avez des places, okay. Moi, c'est voilà. Comme ça, on est bien. Allez-y, c'est parfait. Ça ira bien, ça ira bien. C'est parfait. Je vais vous présenter. Non, c'est parfait, vous embêtez pas. Donc à mes côtés, m'ont rejoint alors Gilbert Branchet. Bonjour Gilbert, directeur général de la Semlog, opérateur logistique spécialisé dans la restauration collective. Stéphane Crène. Bonjour Stéphane, responsable Impact GS1. Frédéric Torrente, directeur général chez Cogit, une entreprise française spécialisée dans la location d'emballage réemployable. C'est bien ça. Et Foucault Bachet, qui est donc chef de projet réemploi chez Citeo Pro. Bonjour Foucault. Donc bonjour messieurs, on va rentrer tout de suite dans ce sujet du réemploi avec vous Stéphane. Donc GS1. S'il faut présenter GS1, organisation internationale qui développe des standards pour faciliter l'interopérabilité, voilà, j'ai déjà buté, premier mot, je l'ai déjà buté, voilà, c'est fait, hein, comme ça on est tranquille, n'est-ce pas Sabine mais c'est un mot-clé, on y reviendra et on va bien sûr insister sur ce mot, je vais très mal le dire, la capacité c'est-à-dire à la capacité des différents systèmes ou différents acteurs à communiquer entre eux, à échanger des données, des informations de manière fluide et cohérente. Aujourd'hui, c'est un défi à relever pour mener à bien cette interopérabilité clé pour le réemploi. Comment, Stéphane, de votre point de vue, on va faciliter, rendre tangible, améliorer cette interopérabilité tant souhaitée ? Oui, alors comme on parle du réemploi, l'interopérabilité, ça va beaucoup tourner autour de la question de la traçabilité. Donc c'est vrai que chez GS1 en France, on a lancé il y a à peu près 2 ans, un peu moins, une initiative qui s'appelle Impact et qui est dédiée vraiment à aller chercher les standards, les faire émerger dans l'optique d'améliorer l'impact environnemental des emballages, que ce soit les emballages consommateurs et désormais aussi, on va beaucoup se focaliser sur la question des emballages professionnels. Et donc effectivement, il y a un lien assez direct entre la question du réemploi, de développer le réemploi dans le monde des emballages pro, avec la question de la traçabilité, parce que ce qui est clé, d'un point de vue économique et puis aussi d'un point de vue environnemental, c'est d'aller chercher de la performance. Et donc la traçabilité, c'est la capacité à suivre les flux, à suivre les états de stock, à suivre les états des emballages professionnels. Et donc ce qui va créer du lien entre toutes les parties prenantes des boucles de réemploi. Et donc c'est essentiel de mettre en place des dispositifs de traçabilité qui vont permettre au modèle opérationnel, voilà, de s'appuyer sur de la donnée et d'aller vers de la performance. C'est aussi la traçabilité souvent un enjeu d'abord de reporting, on l'a dit, hein, il va falloir compter pour savoir si on est au clair avec les objectifs ou pas, mais c'est aussi un objectif, en tout cas un outil autour des enjeux de sûreté, de sécurité sanitaire, sécurité industrielle, etc. Voilà, alors toute la beauté de la chose, nous on a un peu regardé les attentes des différentes parties prenantes hein, du côté des emballages pro, et toute la beauté de la chose, c'est qu'on voit qu'on a un monde qui est quand même assez éclaté quand on regarde au niveau des besoins de traçabilité. On va avoir des besoins de traçabilité qui vont être un peu à géométrie variable. On va avoir des boucles de réemploi qui vont se focaliser sur des questions de compter. Hein, il faut compter les quantités. D'autres qui vont avoir des enjeux un peu plus pointus, perfectionnés, d'avoir une identité unique pour chacun des emballages, pour être capable concrètement d'objectiver la performance de chacun des maillons, pour être sûr qu'on n'a pas des stocks dormants partout et donc on ait des parcs d'emballages qui soient surdimensionnés. On va avoir des acteurs qui vont avoir besoin de créer du lien entre l'emballage et son contenu pour une diversité de raisons. Et donc toute la beauté de la chose, c'est qu'on va avoir besoin de créer un cadre d'interopérabilité tout en quand même en laissant aux différents boucles de réemploi, aux différents secteurs d'activité, la possibilité de placer un curseur un peu différent. Donc on a besoin voilà, d'un socle et en même temps de liberté donnée aux différents écosystèmes. Et donc pour arriver à cela, de mon point de vue, la clé, ça va être beaucoup de travailler avec les offreurs de solutions.
les offreurs de solutions de traçabilité, qu'ils aient un cadre commun, qu'ils soient capables de émettre des données intelligibles par les autres, de s'interconnecter, de se pousser de l'information, de s'entendre sur la question des identités des emballages, probablement s'accorder sur des identités universelles des emballages. Et pour le reste, le potentiel technologique aussi influera, et donc on aura probablement des boucles qui seront très high-tech et d'autres qui seront très rustiques, et il va falloir vivre avec ça. Foucault, toi qui accompagnes les entreprises chez Citeo Pro, cette question de la traçabilité, elle est au centre, et déjà avec le premier travail fait avec les professionnels de la restauration, cet enjeu émerge et sera d'autant plus fort demain, tu confirmes, sur les emballages professionnels? Oui, absolument. Pour redire encore, j'insiste encore sur la traçabilité, mais vous avez compris l'enjeu de cette REP, c'est de consolider de la donnée pour arriver aux objectifs. Donc pour consolider de la donnée, il faut l'obtenir cette donnée. Et la traçabilité, c'est savoir à quelle étape de la chaîne de valeur est l'emballage. Et c'est, je rebondis sur ce que tu disais Stéphane, tellement clé que ça va être notre rôle, nous, éco-organismes, de consolider cette donnée pour être capable de savoir si on atteint ou non les objectifs. Concrètement, ça va être notre outil de mesure de la performance, la traça. C'est-à-dire que sans traça, il n'y a pas de mesure de performance. C'est un peu comme le chronomètre pour Léon Marchand. Léon Marchand, quand il s'entraîne, il a un chronomètre, sinon ça ne marche pas. Nous, il faut qu'on soit capable de tracer l'emballage pour s'améliorer. Donc, c'est la condition sine qua non de la réussite. D'ailleurs, pour atteindre des KPI tels que le temps de rotation ou le retour sur investissement, sans la traçabilité, on n'a pas ces ratios-là, qui sont des ratios financiers qui sont primordiaux. Donc, il faut savoir où sont les emballages. S'il y en a qui se perdent à certains endroits, où est-ce qu'il faut les retrouver? C'est ce que la SEMLog a mis en place sur les bacs gastro. On l'a fait sur les emballages de la restauration, de mettre en place cette traçabilité et de le financer. On pourra y revenir. Et il faudra le faire sur l'emballage professionnel pour être capable de savoir où c'est pertinent, où est-ce que ça fonctionne bien, où est-ce qu'il y a des choses à améliorer, et consolider tout ça au niveau national et le mutualiser en tant qu'éco-organisme en s'appuyant sur des forces comme GS1 qui a cette force de standardiser l'identité numérique. Ouais. On y revient juste après. Avant de passer à la SEMLog, on fait un petit détour par chez Cogit. Et vous, Frédéric Torrente, quelle technologie vous utilisez pour justement aller assez loin sur cette question de la traçabilité? Il existe différentes technologies. Globalement, sur la traçabilité, vous allez retrouver des choses qu'on connaît tous très bien, que la SEMLog peut utiliser, c'est le QR code, les codes à barres. Nous, chez Cogit, on n'a pas de parti pris. On va travailler avec du GPS, avec du Bluetooth, avec de la RFID, mais globalement on se rend compte que quand on a des gros parcs d'emballage et des besoins logistiques extrêmement importants en termes de lecture, c'est-à-dire on ne peut pas avoir un opérateur qui va passer ses journées à lire l'entièreté des camions qui vont rentrer sur un entrepôt, on a fait le choix d'avoir une technologie qui est la technologie RFID. Voilà. Donc nous aujourd'hui, à peu près chez Cogit, on a entre 13 et 15 millions d'emballages qui sont en circulation. Et 90% sont tracés grâce à la technologie RFID. Et justement, vous parlez de circulation, là, sur l'optimisation de ces flux. Comment, là aussi, donc, la gestion, pour faire simple, du parcours, vous parliez de circulation, qu'effectuent aussi les emballages d'un site à l'autre, en tout cas entre les différents sites de leur parcours. Quelles sont là aussi vos options pour optimiser ces circulations? En fait, notre métier, c'est de l'ingénierie logistique. On va chercher finalement à dessiner des boucles logistiques pour faire en sorte d'avoir des points de lecture qui soient extrêmement pertinents. Je reprends un exemple, si on est dans le marché du fruit et légumes, on ne peut pas mettre des outils de traçabilité à l'intérieur des champs de nos producteurs, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dessiner des boucles logistiques pour vérifier où est-ce qu'on peut mettre des points de lecture stratégiques pour avoir une lecture la plus optimale possible, à moindre coût, bien entendu, sur l'ensemble de la chaîne. Mais l'idée, c'est vraiment de dessiner des boucles logistiques pour arriver à avoir un schéma qui soit extrêmement pertinent, soit économiquement parlant et écologiquement parlant. Alors, on va partir dans l'univers des cuisines centrales. Allez, c'est parti, on embarque. Avec vous, Gilbert, puisque vous avez développé, donc avec la SEMLog, un modèle qui repose, Foucault l'a dit tout à l'heure, sur des contenants réemployables en inox, donc pour les cuisines centrales. Là aussi, comment vous avez traité le point de la standardisation? Ça, c'est un sujet que vous avez pris.
Tout à fait. Du coup, en effet, cette standardisation, elle s'est imposée en fait au secteur de la restauration collective scolaire, puisqu'il y avait évidemment le petit jalon réglementaire des lois Egalim et AGEC qui incitait la totalité de cette restauration collective à basculer vers le zéro plastique. Le zéro plastique pour faire en sorte que nos enfants ne bénéficient plus de contenants en plastique pour le transport ou la réchauffe des aliments et qu'on bascule enfin vers ce réemploi, ces bacs gastronormes justement qui ont permis donc cette standardisation. On a voulu en fait avec les cuisines centrales réfléchir à ce qui se faisait de mieux en fait sur le secteur pour trouver une solution évidemment de lavage. Qui dit en effet réemploi dit lavage. Ces cuisines centrales en Île-de-France en particulier n'avaient pas les capacités, les surfaces pour laver en fait en interne avec des dispositifs de lavage et n'avaient pas les capacités non plus de stocker en fait ces différents en fait bacs gastronormes. Donc elles se sont dit on va se mutualiser. En mutualisant, on va devenir plus fort et on va surtout s'inspirer de ce qui est mieux ailleurs en fait. Et donc on a décidé en effet tous ensemble de créer la Semlog, près de 12 cuisines centrales, 120 000 repas par jour pour créer ce nouvel outil industriel, ce nouveau modèle de lavage qui va combiner donc de la standardisation. Cette standardisation bac passe pas donc un bac gastronome standardisé pour permettre une robotisation finalement des lignes de lavage pour enfin traiter les grands volumes de la restauration collective scolaire. Donc on a standardisé pour permettre aux robots de capter et utiliser correctement ces bacs, les réentreposer, les réacheminer correctement en cuisine centrale, et évidemment, pas de traçabilité. La traçabilité est au cœur, au contraire, et donc on a gravé la totalité des bacs gastronormes avec des QR codes au laser. Voilà, donc tous les matériels de la Semlog, en tout temps, en tout lieu, à la Semlog, dans les cuisines et dans les cantines, sont suivis, sont tracés grâce au format GS1. Donc effectivement, l'ensemble des unités sont frappées, je ne sais pas comment on dit, gravées, voilà, d'un certain nombre d'unités. Donc ça, c'est collaboration avec GS1. Ça fonctionne bien. Alors ça fonctionne bien en fait, surtout on va le mettre en œuvre, j'ai envie de dire, dès dès janvier 26, puisqu'on ouvre en janvier 26, on est en plein chantier. On a quelques cuisines centrales qui ont commencé à utiliser cette boucle de réemploi, et notamment les cuisines centrales les plus innovantes en Île-de-France, donc qui ont aussi inspiré du format GS1, puisqu'on a une solution de traçabilité qui n'est pas évidemment développée par GS1, mais c'est ce format qui permet l'interopérabilité et donc entre les différents acteurs, donc les transporteurs, la Semlog, les cuisines centrales, tous les acteurs de la chaîne font en sorte que cette boucle de réemploi fonctionne et on a hâte. Voilà. Donc là, on a un certain format, je dirais, de standardisation à travers le QR code. C'est très visible. Vous pourrez effectivement voir également ce contenant frappé, gravé tout à l'heure. Est-ce que cette standardisation, par quel type de module ou de technologie, elle peut passer autre que effectivement le QR code que nous montre ou Gilbert ou des codes barres, peut-être encore plus qu'on connaît de façon peut-être un peu plus intuitive. Oui, c'est toute la beauté du standard. Moi, je connaissais pas la Semlog, donc on se découvre aujourd'hui, un peu avant parce qu'on a préparé quand même cet entretien. Le standard, ça veut dire on crée du consensus et donc on réunit un certain nombre de parties prenantes pour aboutir sur un consensus technique. Et ensuite, l'idée, c'est qu'il soit mis à disposition de tout à chacun et chacun peut s'en emparer sans même que nous, on soit forcément au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Donc effectivement, il y a déjà un spectre de solutions technologiques standardisées au sein de GS1. Frédéric parlait de la RFID, c'est vraiment une technologie qui a été forgée au sein des instances de GS1, des groupes de travail internationaux, où on avait un marché des technologies RFID qui sont des technologies électroniques très fragmentées, etc. Et on a fait en sorte que tout le monde focalise finalement son énergie, sa R&D, etc. sur une seule technologie pour faire baisser les coûts et pour en faire une technologie apte à passer à la très grande échelle. Donc, les technologies finalement changent de génération en génération. On a une technologie RFID qui fonctionne très bien, qui apporte beaucoup de valeur ajoutée dans un certain nombre de contextes d'usage, mais on voit arriver des technologies qui permettent peu ou prou de faire la même chose, mais en se passant d'infrastructures locales. Et donc, c'est très intéressant, je pense, avec l'émergence de cette nouvelle REP, avec l'enjeu de passer à l'échelle tout un tas de boucles de réemploi, d'aller chercher finalement les dernières générations de technologies pour les tester in vivo et voir si elles sont aptes justement à se jouer ce rôle-là de traceur en quelque sorte universel pour avoir
la capacité de géocaliser, pour avoir la capacité peut-être de gérer la chaîne du froid, etc. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers les dispositifs de traçabilité pour l'emballage lui-même, on va se retrouver avec des solutions qui seront extrêmement intéressantes pour la traçabilité du contenu des produits et donc pour la gestion des opérations dans la supply chain, sur la visibilité et on va dire la performance globale des opérations de supply chain. Donc il faut vraiment voir, à mon avis, le réemploi et la question de la traçabilité du réemploi comme une opportunité beaucoup plus large pour améliorer la performance des entreprises. Peut-être un mot sur les standards physiques, qui sont une autre forme que ce qu'on voit là. Foucault, si tu veux bien, je crois que Stéphane nous avait apporté un visuel de ce que peut être. Voilà, je veux bien que tu l'actives, si tu veux bien, tout à fait, pour que l'on voit. Et je vous laisse nous raconter ce que l'on voit. Oui, alors GS1 depuis 50 ans, c'est des standards, mais plutôt effectivement sur l'aspect numérique des choses, donc l'interopérabilité des systèmes d'information, etc. Et là, c'est la première fois qu'on franchit le Rubicon et qu'on s'intéresse à la question de la interopérabilité physique. Là, la boîte qu'on voit là, c'est pas n'importe quoi, c'est une ambition extrêmement puissante d'essayer de faire en sorte qu'on ait des emballages standardisés dans la logistique de la grande distribution. Éric Ballot, qui prendra la parole après cette table ronde, après la pause, est un des principaux inspirateurs de cette vision des choses. Donc, mettre la marchandise en boîte, c'est un vecteur puissant pour aller chercher de la performance logistique. Donc, Éric et ses collègues à travers le monde travaillent sur un concept académique qui s'appelle l'Internet physique. L'Internet physique, c'est en gros aller chercher les leviers pour systématiser la mutualisation des flux logistiques. C'est encore dur, presque aussi dur que interopérabilité et mutualisation. Et la mutualisation en logistique, c'est vraiment la clé pour aller chercher de la performance environnementale, notamment de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a besoin de trouver des formes standardisées pour la marchandise pour pouvoir mutualiser davantage les flux. Et donc, ça a été la clé de notre réflexion et c'est ça qui nous a conduit à faire une proposition de standard de boîte à l'échelle européenne dédiée à la grande distribution. Et donc, on a là une sorte de bêta standard qui tourne déjà depuis 2 ans en Allemagne et qu'il s'agit de disséminer, en tout cas de tester sous plusieurs latitudes en Europe. On a désormais un véhicule pour cela. On a un consortium européen extrêmement doté en moyens et en parties prenantes et en compétences, y compris métiers et y compris technologiques. Et donc on va aller, on va chercher les mois à venir avec le lancement de cette REP à crédibiliser cet horizon, à crédibiliser l'horizon de bacs plastiques standardisés. Juste 2 mots supplémentaires, c'est que d'abord c'est une condition sine qua non si on veut faire du réemploi pour remplacer les emballages à usage unique. On ne peut pas se permettre de laisser les uns et les autres choisir leur propre bac, parce qu'en fait, les bacs, c'est comme des Lego d'une certaine façon, il faut que ça s'emboîte. Et donc, il y a vraiment un intérêt à aller chercher du standard en termes d'emballage. On l'a dit, c'est un vecteur de mutualisation, c'est un vecteur d'automatisation. Tu l'as très bien dit, si on a des formats trop disparates, c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher de l'automatisation, de la robotisation, etc. Et cerise sur le gâteau, c'est peut-être une des dimensions les plus importantes de l'affaire, c'est qu'une fois qu'on utilise des boîtes en logistique, on a des produits qui sont à l'intérieur des boîtes et qui sont des produits protégés. Et donc en fait, on a un levier pour alléger les emballages consommateurs, les déplastifier. Donc de mon point de vue, et j'attends d'être contredit, mais de mon point de vue, la mise en boîte des produits de grande consommation, c'est probablement le principal levier à notre disposition pour, dans les années à venir, déplastifier massivement le monde des emballages consommateurs. Stéphane, un mot sur l'open pooling. J'ouvre encore un autre mot qu'il faut qu'on éclaire, puisque cette technologie, elle permet aussi de développer ce mode collaboratif, collectif, aussi de gestion du réemploi. Est-ce que vous pouvez dire un mot rapide et on laissera Frédéric rebondir aussi sur ces enjeux? Un mot rapide, d'avoir des emballages universels, ça pose la question de comment on opère tout ça. Donc il faut des opérateurs pour organiser la circulation de ces bacs. Aujourd'hui, on a des opérateurs qui sont dédiés à leur propre bac, très, très, très souvent. Donc ce sont des poolers qui organisent la circulation d'un parc propre. Là, il s'agit d'un parc d'une certaine façon beaucoup plus ouvert, beaucoup plus universel. Donc il faut trouver les règles de gouvernance pour qu'une multiplicité de poolers puissent finalement se trouver en situation de concurrence et apporter leur valeur ajoutée dans un monde qui changerait drastiquement. Donc d'une certaine façon, il faut un peu réinventer les conditions de la concurrence entre les différents poolers. Frédéric, quelle expérience vous avez de ce dispositif ?
Dans tous les cas, ça existe déjà l'open pooling. Je veux dire, globalement, je vous prenais l'exemple tout à l'heure du fruit et légumes. On peut avoir des personnes qui vont faire des pommes à une certaine saison et qui feront des carottes juste après à une autre saison. Donc globalement, c'est des choses qui existent déjà. Maintenant, ce que disait Stéphane, c'est comment arriver à mutualiser sur un seul et même standard l'ensemble des éléments qui sont déjà existants, parce que le fruit et légumes le travaille aussi, l'automobile le travaille depuis plus de 20 ans. Globalement, c'est comment arriver à mutualiser tous ces standards-là pour que l'ensemble des opérateurs les utilisent. Donc là, il y a encore un gros travail, je pense, mais je pense aussi que ça sera la clé demain de la réussite de ce nouveau système. Et vous, avec l'expérience que vous avez aussi chez Cogit, quels sont aujourd'hui les bénéfices, les avantages économiques, environnementaux, de la mise en œuvre déjà effectif, et comme vous le dites, c'est pas nouveau, il y a déjà des choses qui se font, de ce que vous avez pu développer, mettre en œuvre. Globalement, on arrive sur des typologies de produits qui vont être réutilisés pendant des années. D'accord ? Donc on va avoir des durées de vie entre 5, 7 ans, peut-être 10 ans parfois pour certains emballages. Et donc c'est vrai que le fait de les tracer, le fait de les suivre, on est en capacité, nous, aujourd'hui, de savoir exactement combien de rotations a fait chaque emballage pour venir comparer son coût carbone et le diviser par le nombre de rotations qu'il a pu faire. Donc c'est ça le vrai enjeu. C'est la traçabilité va nous permettre d'avoir des données très factuelles sur le coût carbone et le coût économique, bien entendu, d'un emballage. Aujourd'hui, on va comparer un carton à usage unique, on va le comparer à un emballage qui vaut peut-être 10 fois plus cher, 15 fois plus cher, je sais, peu importe, mais globalement, on va venir diviser ce coût écologique et économique par le nombre de rotations. Donc si aujourd'hui, on veut passer à l'échelle et vraiment arriver à rentabiliser ce système-là, on va être forcément obligé de travailler sur une notion qui est très importante, c'est la vitesse de rotation. Comment je fais en sorte d'accélérer la vitesse des mouvements? Comment je fais en sorte de chasser les gens qui les immobilisent? Ce sont nos pires ennemis, ceux-là. Comment on fait en sorte d'éviter de les perdre? Et quand on les a perdus, comment on les récupère pour récupérer la matière? Parce que ça aussi, ça sera un vrai enjeu. Ça, c'est un des leviers pour lever l'un des freins aujourd'hui au passage à l'échelle, ou en tout cas au développement du réemploi. Vous en voyez d'autres, des freins à lever ou des solutions? Puis Foucault nous éclairera également sur ce point. Je te passerai pas. Non, mais allez-y, Frédéric. On va être très honnête. Je veux dire, les entreprises ne nous ont pas attendus pour optimiser leurs emballages. Aujourd'hui, il y a plein d'industriels dans la salle. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui utilisent de la triple cannelure sur des cartons très épais pour emballer leurs produits. Ils ont fait en sorte de diminuer, ne serait-ce que pour un point de vue économique, de diminuer le poids du carton qu'ils vont remettre dans leurs emballages. Donc, nous, aujourd'hui, on est face à des industriels qui ont déjà optimisé pas mal de choses. L'idée, c'est comment on fait en sorte que, écologiquement et économiquement, encore une fois, il faut faire rimer les deux. C'est une obligation. Comment on fait en sorte de, grâce à la vitesse de rotation, diminuer le coût de l'emballage réutilisable pour venir se comparer de manière extrêmement pertinente à l'emballage à usage unique. Là aussi, Foucault Citéo Pro va jouer un rôle important aussi dans ce cadre-là. Dobit, il a dit tout à l'heure, performance économique, impact environnemental, et les deux doivent être à l'équilibre. En tout cas, on ne perd de vue ni l'un ni l'autre, et on les travaille de concert. Absolument, Aline. Ce qu'il faut retenir, je pense, de cette table ronde, c'est pour être efficace, il faut mutualiser. Tout l'enjeu du réemploi, c'est de tracer et de mutualiser. Pourquoi? Si chacun a son emballage et fait sa boucle de son côté et doit faire tout le retour tout seul et que personne d'autre ne peut l'utiliser, on est sur un des pires modèles. Alors que si on arrive à avoir quelque chose de standard et mutualisé, ce qui est fait en l'occurrence à la SEMLog et qu'on espère faire demain en tant qu'éco-organisme, c'est-à-dire mutualiser un parc, on ira dans le bon sens. Donc nous, notre rôle Citéo Pro, ça va être cette mutuelle qui va... Alors, est-ce qu'on arrivera sur un seul emballage? Ce que tu disais, Frédéric, je ne pense pas qu'on aura un seul emballage pour emmener tous les secteurs. On aura probablement un emballage par secteur ou par famille de produits qui permettra d'accélérer la standardisation et la mutualisation. Donc voilà, notre rôle, ça va être d'accélérer, de jouer ce rôle de mutuelle pour accélérer le passage au réemploi, pour le rendre plus logique économiquement et pour créer de la traçabilité. Maintenant, concrètement, pour être assez clair sur le décret et comment on va se positionner en tant qu'éco-organisme, on va avoir deux dispositifs à notre main. Un qui va être, et Dominique l'avait dit tout à l'heure, un qui va être financement des CAPEX. On sait qu'il y a des freins économiques. Ça va être changement de la ligne logistique, ça va être achat d'un parc d'emballage, achat d'une solution de traçabilité, parce que vous l'avez compris, si vous passez au réemploi, c'est avec de la traçabilité. Tout ça, ça coûte cher. C'est un investissement d'entrée, on appelle les CAPEX. Donc ça, votre éco-organisme, donc Citéo Pro, sera en mesure de vous accompagner pour financer ça grâce à une enveloppe qui s'appelle l'enveloppe 5%.
Et le deuxième dispositif, c'est un soutien aux opérations qu'on mène déjà aujourd'hui sur les emballages de la restauration. Plus que les bacs gastronormes, on vient financer, on vient aider la rotation du bac gastronorme. On le fera aussi demain sur les emballages professionnels. Avec ces deux leviers, on espère pouvoir concurrencer l'usage unique. C'est-à-dire que, un, en accélérant les investissements, et deux, en finançant une partie des opérations, on va pouvoir rendre concurrentiel le réemploi à l'usage unique. Tout ça en mutualisant. Pour rebondir sur la question tout à l'heure qui était par là-bas sur le système individuel, sur le réemploi, si votre boucle elle est 100% chez vous, 100% maîtrisée, vous pouvez faire un système individuel. Dès lors que c'est avec d'autres acteurs, on comprend tout de suite la logique et l'intérêt d'avoir un standard et de mutualiser pour que économiquement ça ait du sens. Oui, on va finir cette table ronde avec une réussite, ou en tout cas un domaine dans lequel ça fonctionne bien. Parce qu'on a envie de solutions aussi chez Citeo et de mettre en avant aussi ce qui fonctionne. Gilbert, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été ou quelles sont aujourd'hui les clés de succès, ce qui fait que le système mis en place avec les restaurations scolaires, oui, et collectives, fonctionne? En effet, la bascule vers le réemploi, elle est coûteuse. On l'a dit, il y a des dispositifs qui existent avec Citeo en particulier, Citeo Pro. C'est ce dont ont bénéficié en tout cas les cuisines centrales pour adapter leur ligne de conditionnement alimentaire d'une part, pour s'équiper en traçabilité d'autre part. On a voulu, grâce aussi à la solution Semlog, repenser la simplicité en se disant qu'on fournissait ces bacs qui étaient standardisés d'une part et avec une solution de lavage. Donc c'est vraiment le tout intégré. Et c'est aussi cette simplicité qui est recherchée en tout cas par les acteurs en se disant ce ne sera pas juste coûteux, mais ce sera aussi simple en fait. Et pour réduire enfin ce mur des investissements et ce mur du coût, on a voulu créer un business model sur 15 ans en fait, où on a tout lissé, notamment nos emprunts, nos contrats avec nos clients principaux, qui sont en effet des cuisines centrales publiques, en se disant qu'on va tout lisser pour faire en sorte de rendre accessible en tout cas la solution à tous, puisqu'on est tout de suite en coût global avec le réemploi, alors qu'on a des coûts cachés. Lorsqu'on a ces déchets, on ne paye pas tout de suite les déchets qu'on enlève et qu'on va incinérer en fait après. Alors qu'avec le réemploi, il y a tout qui est immédiat et il fallait donc rendre visible, montrer qu'il y avait des soutiens pour basculer de manière viable, accessible vers le réemploi. Et cette robotisation, elle a aussi aidé, pour revenir à ce point. La standardisation a permis cette robotisation en faisant en sorte que avant nos tunnels de lavage et après les tunnels à lavage, on avait des robots, pas forcément des opérateurs. Et on a une grosse attention sur les gestes et postures aussi pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de port de charge. L'inox, c'est un certain poids. Donc on a aussi pensé à ça en créant cette Semlog. Voilà. Donc un vrai business model, une réinvention totale de ce secteur en particulier. Et est-ce que vous pensez que ce modèle peut être déployable à d'autres secteurs? Parce qu'on on parlait des cuisines centrales scolaires, mais il n'y a pas que scolaire. Est-ce que tout ça peut se déployer? On voit en effet, en tout cas dans la restauration collective, on a des gros volumes, et en particulier les cuisines centrales scolaires, en effet, c'est des gros volumes. Donc on va ouvrir en fournissant un service pour 160 000 repas jour. On va donc couvrir 1/5 des besoins de l'Île-de-France. Donc on espère qu'on pourra faire bénéficier en fait le reste du territoire national en fait avec des services comme la Semlog. Mais on a évidemment la totalité des hôpitaux, par exemple, qui sont aussi des personnes fragiles en particulier. Donc on pourra faire en sorte de faire disparaître ces contenants plastiques qui sont utilisés en fait pour fournir, et pourquoi pas évidemment la restauration collective privée. À partir du moment où elle a de la visibilité, à partir du moment où il y a des volumes, je pense que là en effet on peut s'entendre sur une standardisation et réinventer finalement les process métiers. Je crois que c'est vraiment ça, la réinvention elle est à portée de main, mais il faut se donner un peu le temps, réfléchir et s'inspirer du coup des meilleures pratiques. C'est en tout cas ce qu'on a voulu faire avec la Semlog. Oui, s'inspirer des meilleures pratiques et des bons partenariats aussi, on voit bien, et c'était intéressant de voir aussi l'émulation entre les expertises et comment ça aboutit sur des solutions concrètes. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, on a des questions pour nos intervenants, Frédéric Torrent, Stéphane Crène, Gilbert Branchet, Foucault de Citeo Pro? Pas là, tout de suite. Oui, au fond là-bas. Bonjour, Sophie Transo, Eternity Systems, laveur industriel d'emballage réemployable depuis 30 ans. J'avais une question. Dans le cas où une entreprise fait appel au service d'un pooler, les emballages réemployables sont déclarés par qui? Foucault. Désolée. Ouais, très bonne question, Sophie. Il n'y a pas de mauvaise question. Et ça permet aussi de rebondir sur une question qui était tout à l'heure sur les déclarations d'emballage. Les déclarations d'emballage portent sur
d'emballage réemployable porte sur le neuf. Pourquoi ? Parce qu'on dit qu'ils doivent contribuer à leur fin de vie quand ils sont neufs. Une fois qu'ils ont déjà fait une boucle, ils n'ont plus besoin de contribuer. Donc ils contribuent à leur première mise en marché. Ça, c'est un élément important. Sur cet emballage réemployable, il contribuera seulement à la première mise en marché. Sur l'usage unique, comme c'est à chaque fois du neuf, par définition, il contribue à chaque fois. Maintenant, sur qui portera la responsabilité, là, il faut reprendre les éléments qui étaient partagés tout à l'heure par Pauline. Donc là, en l'occurrence, tu parles d'une caisse. Il faut peut-être qu'on en reparle ensemble, mais est-ce que c'est un emballage de transport ? Est-ce que c'est un emballage de vente ? Ça va permettre de déterminer qui porte la responsabilité, en l'occurrence le pooleur. Vas-y, mais donne-nous plus de billes rapidement. Je pensais à des emballages de transport. Ok, alors on est dans le cadre d'un emballage de transport qui est géré par un pooler pour le compte d'un industriel. Ouais. Et là, en l'occurrence, alors Pauline, je te regarde. Pauline. Bon, bah, Pauline, viens, parce que là, vas-y. Tu veux prendre la parole ? Si tu as un éclairage à nous apporter. Ah, tiens. Par contre, je vais te laisser. Oui, il va falloir que tu montes, tu viennes. Peut-être rapidement, donc on remonte à la responsabilité du fabricant, donc le fabricant de votre emballage. Le pooleur, entre guillemets, gère, mais c'est pas lui qui est à l'origine de la commande. Enfin, il y a à voir si vous faites concevoir ou fabriquer votre emballage. Mais je dirais que le pooleur est juste, n'est pas le fabricant de l'emballage, en prestataire, ouais. Même si l'emballage porte le nom de l'entreprise ? Du coup, c'est l'entreprise qui est... Ah, c'est ça. Ça va aussi dépendre de ça. C'est si l'emballage de transport... Merci, Pauline. Si l'emballage de transport porte le nom ou pas de l'entreprise. Bon, bref, on comprend qu'on arrive sur des complexités qui sont... des niveaux de complexité qui sont assez élevés. Ce sera aussi le rôle des textes de préciser qui porte la responsabilité, mais ça donne quand même les ordres de grandeur. Merci. Oui, merci. J'ai une question pour Foucault. Vous pouvez garder le micro. C'était pour savoir un peu plus sur l'enveloppe 5%. Je suis ici. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes ? Oui, je Vianney Brucois du groupe Kiavi. Excellent. Alors, l'enveloppe 5%, elle est dédiée aux clients Citeo Pro. Donc concrètement, l'idée, c'est que l'éco-organisme va permettre de financer du CAPEX de ses clients pour accélérer le passage au réemploi. On l'a fait sur les emballages de la restauration pour financer des lignes de conditionnement de bacs gastronormes. Parce que vous imaginez qu'on ne conditionne pas du repas dans une poche plastique au même titre qu'un bac gastro. Ça peut être l'achat de parcs de bacs gastronormes, ça peut être l'achat de matériel de traçabilité. Et donc l'idée de cette enveloppe, c'est qu'on va avoir un montant d'éco-contribution. Et que sur ce montant, on a 5% qui vont être dédiés au financement de nos clients. Alors quand je dis nos clients, ça peut être des solutions de traça ou de pooler, mais ce sera toujours avec un donneur d'ordre qui sera notre client, parce qu'il faut que ça bénéficie aux clients pour financer des solutions de réemploi, très concrètement. Est-ce que ça répond à votre question ? Ouais. Merci. Le 5%, ça me fait penser au fonds emploi qui est fléché à 100% vers les ESS, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est un fonds qui est fléché vers les ESS ou c'est un fonds qui est fléché vers les adhérents Citeo Pro au sens large ? Oui, alors le parallèle est plus facile avec ce qui existe sur les emballages ménagers. C'est vraiment dédié aux clients. Donc il n'y a pas de lien ESS. Aucun lien, d'accord. Aucun. C'est vraiment l'objectif, c'est de financer le passage au réemploi, mais je réinsiste, c'est de l'investissement, de l'ordre du CAPEX et pas de l'ordre des opérations. Donc par exemple, des coûts de lavage ne rentreront pas dans ces 5%. En revanche, l'achat d'une nouvelle ligne de conditionnement, parce que vous passez du carton au plastique, ou de socle rouleur, ou que sais-je, rentrerait dedans. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce que je peux garder le micro, s'il vous plaît ? Vas-y, madame. Merci. Christelle Chancrin, du cabinet Cube Conseil, qui accompagne les metteurs en marché sur leurs obligations. Et j'ai une petite question qui n'est pas spécifique au réemploi et qui rejoint aussi la première table ronde. J'ai du mal à voir, en fait, l'articulation qui va être opérée d'une manière opérationnelle entre la filière emballage ménager et emballage professionnel, dans la mesure où effectivement il y a un changement de paradigme. On n'est plus sur le destinataire de l'emballage, mais sur l'emballage de transport, l'emballage de groupement. Donc les définitions ont changé. Si donc la filière se met en place ou l'éco-organisme est agréé en cours d'année, comment ça va s'articuler, y compris pour les déclarations de réemploi ? Je peux essayer de prendre la question et peut-être que je repasserai la balle à Sabine si ce n'est pas suffisamment clair. En clair,
les responsabilités élargies du producteur cohabitent. Il y a des entreprises qui ont près de 5, 6, 7 responsabilités élargies du producteur. Qui habille? Vous avez l'habillement, notamment le textile, qui doit être la part la plus importante de vos responsabilités. A priori, ces éco-organismes cohabitent sans problème. Il va falloir effectivement qu'il y ait, avec les organismes coordonnateurs, une logique globale qui s'impose, de sorte à ce que tout fonctionne au mieux. Maintenant, dans l'idée, on est capable de rendre indépendant et de siloter les différentes REP. C'est ce qui va, en l'occurrence, là, sur les emballages professionnels, ce qu'on va avoir comme sujet, c'est qu'on va avoir plusieurs éco-organismes. Donc là, on va avoir un premier sujet d'équilibrage et de cohésion. Il y a une question tout à l'heure sur les tarifs, sur les soutiens. Donc ça va être le premier sujet. Et après, entre éco-organismes, là, c'est plus siloté, même si, évidemment, vous l'avez compris, il y aura une logique globale qui restera proche, parce qu'on a des cahiers des charges qui se ressemblent. Ça répond à votre question? C'est vraiment au niveau même du périmètre à prendre en compte par le metteur en marché et des déclarations, puisque là, il y a quand même un certain nombre d'emballages qui seront demain qualifiés d'emballages professionnels, qui étaient jusque-là des emballages ménagers et vice-versa. Et donc, en fait, il va y avoir un tri important. Oui, effectivement, votre point est intéressant. On change un peu de logique, comme on l'a présenté. Donc, il y a nécessairement un impact. Aujourd'hui, des emballages qui pourraient être considérés comme professionnels vont tomber dans le ménager. C'est à la marge. Les textes réglementaires ont quand même à peu près fait en sorte qu'il n'y ait pas de trop grand, si vous voulez, effet de bord. Mais effectivement, demain, à compter du 1er janvier 2026, la déclaration des emballages professionnels, ce que vous pouvez penser être un emballage professionnel, parce que vous le vendez en B2B, peut-être, en fonction de sa nature, de son poids ou de son seuil, va tomber dans les emballages ménagers et devra être déclaré comme un emballage ménager. Voilà, c'est un petit effet de bord. Ça ne devrait pas être énorme, on ne sait pas, on verra. À vous de regarder un peu en fonction des textes. Mais effectivement, c'est un effet de bord. On a le temps d'en prendre une ou Oui. deux autres questions. J'avais des mains qui se Moi, levaient. Ah, oui. parfait. Bonjour, Arnaud Lancelot, We Don't Need Roads. Nous, on accompagne certains de nos clients vers justement des solutions de réemploi, et évidemment ça va concerner ces emballages professionnels. Très concrètement, aujourd'hui, on a 3 là qui travaillent sur une cartographie de ces emballages professionnels pour savoir vers lesquels ils doivent investir pour justement aller vers plus de réemploi. Quels sont les plus pertinents en termes d'impact, de retour sur investissement, etc. Est-ce que ces études amont, avant les CAPEX, avant les OPEX, pourront à terme être financés par l'enveloppe 5%? Oui, alors très bonne question. Et ça, c'est très important en tant qu'éco-organisme. Nous, on va avoir la charge d'aiguiller là où c'est intéressant de passer au réemploi. Intéressant économiquement, mais aussi difficile celui-là. Environnementalement parlant. Donc absolument, c'est de l'ordre d'un petit peu de ce qui est aujourd'hui dans l'enveloppe 5% qui est de la R&D. C'est comment est-ce qu'on va quantifier l'impact environnemental du passage de l'usage unique au réemploi. Et ça, a priori, ce serait... Alors, on n'a pas exactement les contours de l'enveloppe 5%, mais ça a tout son intérêt d'y être, parce qu'avant de passer à l'action, avant de dire il faut passer au réemploi, il faut d'abord bien mesurer d'abord quel est l'impact environnemental, et ensuite dans quelle mesure on peut standardiser et mutualiser, pour éviter de financer une initiative individuelle qui aboutirait sur une typologie d'emballage et d'avoir un autre acteur qui se lance sur le même secteur, sur un emballage très proche. Donc, on va avoir comme mission de bien connaître le terrain, bien identifier les axes d'amélioration, les ACV, etc. Et 2, comment est-ce qu'on met un maximum d'acteurs autour de la table, et c'est la force de la REP, le fabricant de l'emballage, le metteur en marché, le distributeur, l'utilisateur final, et comment est-ce qu'on les met tous autour de la table pour converger sur un modèle de réemploi. Ça répond, Arnaud? Ouais. Bonjour, Muriel Cazé, Syndifré. C'est juste une petite question d'ordre réglementaire. Dans le PPWR, on a des obligations de réintégration de matières plastiques recyclées. Concernant donc les caisses plastiques réemployables, est-ce qu'elles auront aussi ces mêmes obligations d'intégration de matières recyclées? Question technique, donc vous avez compris, dès que c'est technique, mon regard se porte vers Pauline.
Bonjour Muriel. Effectivement, on n'a pas parlé des obligations qui vont porter sur vous dans le règlement emballage et déchets d'emballage. On a fait un focus un peu 3R. Il y a effectivement des obligations en matière d'intégration de matières recyclées qui portent essentiellement sur le plastique. Il me semble, et du coup je suis désolée, je n'ai pas avoir la réponse exacte, que c'est sur le plastique à usage unique, donc pas d'obligation d'intégration de matières recyclées. D'autres questions? On a encore, allez, une ou deux. Allez. Voilà, puis après, monsieur, et on s'arrêtera là. Allez-y. Bonjour, Thomas pour McDonald's France Service. J'avais une question plutôt pour Frédéric concernant la traçabilité et la RFID. Pourquoi ce choix de la RFID comparé du coup à des QR codes par exemple? Quel impact aussi des process de lavage sur les puces RFID et du coup quid de la recyclabilité de ces dernières quand elles sont en fin de vie? Ok. Donc nous aujourd'hui, pourquoi on a choisi la RFID? On a énormément d'emballages qui transitent par nos plateformes. Quand je vous dis énormément, on est sur des emballages qui sont pliables, on est sur des camions complets qui font entre 8, ça dépendra des formats, mais entre 8 et 10 000 unités par camion. Si on devait avoir un opérateur qui flash avec un QR code les 8 ou 10 000, j'aurais 2-3 greffes sur les bras. Voilà, donc autant vous dire qu'il a fallu qu'on trouve un système intelligent pour que, encore une fois, on fasse rimer l'écologie avec l'économie. Il faut qu'économiquement, cette traçabilité soit la plus optimale possible. La RFID a un coût, certes, c'est un coût au niveau des systèmes de lecture qui n'est pas négligeable, mais encore une fois, quand on retraite ce coût-là sur la globalité de ce qu'on lit, je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un dossier en ce moment avec l'automobile, on lit à peu près 80 unités en 4 secondes. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Je pense que Gilbert pourra répondre sur la lecture de 80 unités de QR code. Ça sera peut-être un peu différent. Voilà. Alors tout simplement, en effet, nous c'est de la lecture optique avec des lecteurs fixes en fait. On ne demande pas aux opérateurs de lire en tout cas ces différents QR codes. Donc c'est à la volée, très simplement. Et en effet, on n'a pas pu, nous, pour les raisons qu'on utilise de l'inox, utiliser des puces RFID, puisqu'on a un phénomène d'effet de cage de Faraday qui fait qu'il y a un brouillage et donc on n'arrive pas à détecter. Alors que nous, c'était essentiel d'avoir cette détection unitaire et en plus de faire, le cas échéant, des associations avec le contenu, puisqu'on est aussi sur des enjeux sanitaires de savoir quand est-ce qu'on a fabriqué telle fabrication et à destination de telle école en particulier. Donc c'est vraiment une traçabilité étendue qui s'intègre dans le métier des cuisines centrales qu'on a voulu mettre en place. Voilà, donc de la lecture automatique. Et vous aviez une deuxième question sur le lavage. Donc les puces aujourd'hui, RFID, il y a deux technologies qui existent. Soit vous collez une étiquette RFID qui elle est protégée via un pelliculage plastique, soit vous mettez l'étiquette RFID à l'intérieur de la caisse même, dans le moule. Et après, sur la recyclabilité, le poids de la puce est extrêmement bas, contrairement au poids de la caisse. Donc en fait, si vous voulez globalement sur la recyclabilité, c'est totalement transparent. Au global, c'est totalement transparent. J'avais dit une dernière... Allez, deux très rapides. Allez, monsieur d'abord, puis après... Oui, monsieur bonjour. Tom Palmer, Société Greif, fabricant de ce qu'on appelait dans le temps emballage industriel. Alors, je suis un petit peu perturbé par la réponse de Pauline, parce que dans la PPWR, il y a des obligations de réutilisation et il y a des obligations d'insertion de matières recyclées. Et ce n'est pas un choix. Donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'obligation de réutilisation, nous allons l'avoir. Ou en tout cas, on n'a pas trop c'est pas une histoire d'ACV, c'est une obligation. Donc, on se met autour de la table, on décide ce qui est le mieux en termes d'ACV ou d'aspect financier. Non, aujourd'hui, l'obligation, elle va arriver. Elle n'est pas encore très clairement définie sur certains aspects. Et la réinsertion de matières recyclées, si on a un choix, moi, je ne le vois pas. Je réponds juste sur la partie on n'a pas le choix que d'aller vers du réemploi. Vous avez raison, on doit atteindre 10% de réemploi en 2030. On estime qu'on est à 7. On estime pourquoi? Parce que vous l'avez compris, il y a peu de traçabilité. Donc oui, on va devoir y aller. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'il va falloir prioriser. On ne va pas passer tous les emballages au réemploi. Il y a typiquement, si on prend un exemple, Kiabi qui prenait la parole juste avant, si les emballages doivent voyager depuis la Chine ou depuis l'Asie du Sud-Est vers la France dans des caisses réemployables qu'il faut après réacheminer là-bas, on comprend que c'est pas ça qu'on va prioriser. En revanche,
se dire parmi l'ensemble des emballages lesquels on peut passer de l'usage unique au réemploi avec un bon rapport coût-efficacité, qui est quand même quelque chose qu'on a à cœur, et là où l'ACV a le plus de sens, ça va être notre rôle de flécher là où il y a les plus gros gisements à faire passer de façon la plus pertinente. Donc oui, il va falloir y aller, c'est réglementaire, mais on va y aller avec intelligence. Ça, c'est sur le point de passage au réemploi. Et peut-être sur la matière première, je redonne la parole à Pauline. Oui, désolée si j'ai pas été très claire. Je ne liais pas les deux. Il y a effectivement dans les règlements européens 2 typologies d'obligations. Vous avez des obligations en matière de réemploi, qui étaient déjà prévues à l'échelle française de 10% en 2027. Au niveau européen, c'est des échéances à 2030 et 2040, et on a pu les voir ici. Les obligations en matière d'intégration recyclée, on n'en a pas parlé dans cette présentation, mais elles existent pour les emballages en plastique. Et la question était, est-ce qu'il y a une exemption d'obligation d'intégration de matière recyclée pour des emballages réemployables ? J'avais un petit doute là. Je pense que oui, votre emballage réemployable ne doit pas intégrer de la matière recyclée. Je ne suis pas certaine, donc on pourra Mais en tout cas, il y a bien 2 typologies d'obligations. Aller vers du réemploi et sur l'usage unique, aller vers de l'intégration de matière recyclée. Voilà. Est-ce que ça répond ? Ça répond pas. Oh. On en parle, oui, nécessaire. Allez, une dernière question et on passe à la pause. Merci. Une question très rapide, technique. Est-ce que du fait d'apposer une puce RFID ou de l'injecter, l'emballage devient automatiquement aussi un D3E, un équipement électronique ou électrique? Auquel cas, il faudrait le déclarer. J'en ai d'autres. On a invité dans la salle du D3E. Tu as la réponse. Ouais. Non. Pour une simple et bonne raison, l'étiquette RFID est passive. C'est-à-dire que c'est le système de lecture qui va finalement récupérer l'information. L'étiquette n'émet aucun signal. En fait, si vous voulez, c'est le système qui récupère la donnée de la puce RFID. Ça n'impacte pas le recyclage des caisses? Non, parce que le poids de l'antenne RFID, ce qu'on appelle l'inlay, est très faible comparé à au matériel sur lequel vous allez la poser. Merci beaucoup pour vos questions. Merci à nos intervenants. Eh bien, très, très intéressant. Et pas si technique que ça. Merci beaucoup. Eh bien, on se retrouve à 11h25, me dit-on, donc dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure.